Bonjour, bonjour tout le monde et merci d'être là pour cette keynote en duo avec Stéphanie Zolesio qui est directrice générale de Casino Immobilier. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler de crypto-monnaies, de Web3 et plus spécifiquement de ces outils au sein des grands groupes qui les appréhendent de plus en plus. Nous, on voit de plus en plus d'entreprises du CAC 40 qui s'intéressent à ces sujets. Et donc, ce que je vous propose pour commencer, parce que je sais que c'est un sujet compliqué, c'est de faire une rapide introduction pour rappeler ce que sont les cryptos, ce qu'elles permettent. Et je vais vous parler pour ça de ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà acheté des cryptos? On va commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas la majorité quand même. Alors, il faut bien voir que les cryptos sont arrivés avec Bitcoin, qui a été créé en 2008 par un anonyme qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Et Bitcoin amène avec lui le concept de rareté numérique et cette possibilité de créer de la rareté sur Internet, ce qui n'existait pas auparavant. En fait, avec Internet, quand vous faites du pair à pair, quand vous vous envoyez des fichiers, par exemple, eh bien, vous faites en réalité de la copie. C'est-à-dire que si moi, je vous envoie ma présentation, eh bien, en réalité, vous avez ma présentation, mais moi, j'ai toujours aussi accès à cette présentation. Donc, si on veut faire pareil avec de la valeur, avec 20 € par exemple, vous vous rendez bien compte que ça ne marche plus. Parce que si moi, je vous envoie 20 € et que j'ai toujours accès à ces 20 €, ça ne marche pas très bien. Et donc, pour gérer de la valeur, normalement, on a en fait des intermédiaires qui centralisent tout ça, que sont les banques et les institutions financières, qui ont des grandes bases de données et qui font moins 20 € d'un côté, plus 20 € de l'autre. Et là, Bitcoin arrive et change ça et va permettre de créer un jeton numérique qui a une valeur et qui peut s'échanger de pair à pair, que vous pouvez détenir vraiment sur votre propre portefeuille sans tiers de confiance. Donc ça, c'est vraiment la première étape, la rareté numérique, et c'est ça qu'apporte Bitcoin, cette révolution technologique. La deuxième étape, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est tout ce qui va concerner la tokenisation, ou jetonisation en français. Et ça va vous permettre d'utiliser les technologies qu'apporte Bitcoin pour donner ces caractéristiques à n'importe quel actif. Et donc, on va avoir sur ces mêmes technologies des actifs qui vont être des points de fidélité, des équivalents de nos monnaies traditionnelles, des actions d'entreprise, des droits de vote, etc. Tout actif, en fait, tout jeton qui a une valeur et qu'on va pouvoir transférer de pair à pair sans intermédiaire, qu'on va pouvoir stocker sur son portefeuille, qu'on va pouvoir, pourquoi pas, lister sur des plateformes d'échange, etc. Et donc, on va ici avoir plein de jetons différents qui vont circuler sur ces infrastructures. Et la troisième étape, qui va permettre là, de créer des applications de plus en plus complexes, c'est ce qu'on appelle la programmabilité. C'est la capacité pour tout le monde ou presque, ou en tout cas n'importe qui avec des compétences techniques, d'aller programmer des applications avec ces jetons. Et notamment des applications financières, par exemple. Donc ça peut être des applications d'assurance, des applications de prêt et d'emprunt, où vous allez déposer un jeton en collatéral pour emprunter un autre jeton ou une monnaie. Donc vous allez avoir tout un monde financier alternatif qui va être créé avec des applications complexes qui vont utiliser tous ces tokens et ces crypto-monnaies. Et donc ça, on appelle ça l'Internet de la valeur. Et moi, souvent, ce que j'aime bien donner comme image, c'est que les crypto-actifs font à la finance ce qu'Internet a fait au monde de l'information. Et donc ça va complètement ouvrir les barrières de ce monde-là, ça va abaisser les barrières à l'entrée, ça va permettre à de nouveaux acteurs de se créer. Et donc c'est toute une industrie qui est en train de naître là aussi dans ce monde-là. Et en lame de fond, et c'est pour ça qu'on parle de Web 3, vous avez peut-être entendu parler du Web 3.0 ou Web 3 récemment. En fait, la différence entre le Web 3 et le Web 2 ou le Web 1, c'est que dans le Web 3, on va pouvoir détenir de la valeur soi-même. En réalité, dans le Web 2, dans le Web 1, quand vous avez de la valeur, des euros par exemple, ces euros, techniquement, ils sont dans les serveurs de votre banque. Ils sont chez un intermédiaire. Là, avec le Web 3, vous allez pouvoir réellement détenir de la valeur numérique sur vos portefeuilles numériques personnels, qui sont vraiment comme des portefeuilles physiques, voilà, dans lesquels vous avez des billets. Là, c'est la même chose, mais ça va être sur votre navigateur, sur votre téléphone, sur une clé USB. Et donc ça, c'est vraiment une différence majeure. Et c'est pour ça qu'on parle de Web 3 en lien aussi avec le Web 1, parce qu'il y a cette philosophie de la décentralisation qu'on va retrouver, là où dans le Web 2, on a eu des GAFA, des grands réseaux sociaux qui ont centralisé la donnée et centralisé les informations. Avec le Web 3, on va avoir une économie du contenu et des créateurs qui vont pouvoir vendre leurs œuvres sur Internet. Ça ne vous aura pas échappé. D'ailleurs, je pense que vous avez probablement tous entendu parler des NFT. On en voit pas mal à Vivatech. Qu'on a vraiment une économie du contenu qui peut se créer sur Internet. Parce que désormais, on peut avoir des œuvres uniques
sur Internet. Et donc on a toute une série d'actifs différents. Donc, vous savez, j'ai parlé des tokens tout à l'heure. Ces tokens, ils peuvent être génériques. Par exemple, un Bitcoin, c'est la même chose qu'un autre Bitcoin. Mais ils peuvent aussi être uniques. Et c'est là qu'on parle des NFT, Non-Fungible Tokens. Donc ce sont des jetons qui ont une unicité, qui ne sont pas égaux les uns avec les autres. Alors l'exemple le plus classique, c'est peut-être que vous en avez entendu parler là aussi, c'est la start-up française Sorare, qui fait des cartes de joueurs de foot, un peu comme des cartes Pokémon, mais numériques, et qui sont des cartes représentant des joueurs de foot. Et donc, ils proposent un jeu avec ça, et n'importe qui peut également créer son jeu en se basant sur ces émissions de cartes uniques et rares. Alors, évidemment, où est-ce que vous allez utiliser tous ces jetons et à quoi tout ça peut servir? Où est-ce que vous allez interagir? Et là, on commence à parler depuis quelques mois de métaverse. Alors, bien sûr, on en parle parce que Facebook en a parlé, parce que certains hommes et femmes politiques ont repris ce terme dans des meetings. En fait, le métaverse, c'est un concept très flou. Si je devais le définir, je dirais que c'est une sorte de réseau social 3D dans lequel on va avoir des jetons numériques qu'on va posséder soi-même. Et c'est ça la grande différence en fait entre le métaverse et des jeux comme Second Life par exemple. C'est que dans le métaverse, vous allez réellement détenir les vêtements de votre personnage, vous allez réellement détenir par exemple une parcelle, une maison, et vous allez être en capacité de revendre ces actifs, voire même de les utiliser dans d'autres jeux, dans d'autres métaverses. Et donc c'est là la grande différence. On va vraiment répliquer les modèles économiques du monde réel dans un monde numérique où vous allez non seulement interagir avec autrui, mais aussi avoir des choses que vous possédez, que vous pouvez acheter, que vous pouvez revendre. Alors maintenant que vous avez compris tout ça, bien sûr, quand on est une entreprise, c'est forcément un peu compliqué d'appréhender tous ces sujets. Et donc les grands groupes aujourd'hui se posent plein de questions. Alors déjà, bien sûr, des questions stratégiques, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je dois faire avec ces technologies? C'est quoi les opportunités pour moi? Est-ce que j'ai peut-être une nouvelle activité à créer? Par exemple, si je suis une entreprise au hasard dans le monde de l'immobilier, est-ce que je dois faire de l'immobilier dans le métaverse? Est-ce que je dois tokeniser des immeubles? Quels sont les risques aussi? Parce que peut-être que d'autres acteurs vont le faire si moi je ne le fais pas. Est-ce que je vais perdre des parts de marché? Et après, c'est tout un tas de questions opérationnelles qui en découlent, c'est-à-dire comment je peux acheter des cryptos, où est-ce que je les achète, comment je choisis mes prestataires, quels sont les enjeux de cybersécurité, les enjeux juridiques, d'un point de vue comptable, comment ça se passe. Et donc sur toutes ces questions, nous avec donc Blockchain Partner by KPMG, justement, on aide un certain nombre de grands comptes aujourd'hui à adresser ces sujets, à créer une stratégie et à l'implémenter aussi sur l'ensemble des problématiques Web3. Bon je crois que c'est là où je peux témoigner. Merci. Je vais vous dérouler une petite présentation pour vous expliquer un peu ce que chez Casino et en particulier dans les équipes immobilières, ce qui peut pas paraître surprenant, on vous explique pourquoi on s'est lancé dans le Web3 avec toutes les implications que ça peut avoir chez nous. Et pour rebondir sur ce que disait Claire à l'instant, il est vrai que quand on s'est intéressé au Web3 il y a quelques mois maintenant, je dirais il y a une grosse année, on était plein soit de culture personnelle pour certains sur ce qui était la crypto-monnaie, le Web3 et le début des NFT. Pour d'autres, on était totalement ignorants de ces sujets-là, autres que ce qu'on avait pu lire dans quelques articles de presse. Et donc, on s'est tourné vers KPMG, enfin, vers Blockchain Partners by KPMG pour pouvoir se faire accompagner, notamment sur les questions que vient d'évoquer Claire, en termes de gouvernance dans un gros groupe comme le groupe Casino. Je rappelle, le groupe Casino, c'est les enseignes de distribution alimentaire que sont évidemment Casino, Géant, Monoprix, Naturalia, Franprix, mais aussi Cdiscount, pour ne parler que de la France, puisqu'on a aussi des activités en Amérique latine. Et donc, on a tout un tas de filiales, on a tout un tas d'activités très retail ou très B2B. Et la première question, c'est ça nous intéresse, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on veut aller vers le Web3 en général, comment on met en place des procédures de gouvernance? Les gros groupes aiment beaucoup réduire le risque. Et donc, qu'est-ce que c'est en termes de sécurité pour nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Je crois que je suis trop près du micro. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de gouvernance de projet aussi? Est-ce que c'est quelque chose où chaque filiale va travailler dans son coin ou est-ce qu'on crée un écosystème? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on a pu travailler. Nous, notre conviction, ça a été très vite qu'il fallait essayer d'avoir un écosystème et essayer d'adresser plusieurs questions en même temps, par petites touches. Le but n'était pas de venir tout révolutionner parce qu'on est dans une démarche très humble, très test and learn.
on fait des tests, on apprendra forcément des choses positives ou négatives, et ça, il faut être prêt à l'accepter quand on est dans une entreprise en général et un gros groupe en particulier sur des sujets comme ça. Et nous, on s'est dit, en fait, il y a plusieurs axes qu'on a envie de travailler. Donc ça, c'est hyper important, c'est qu'au départ, c'est parti d'envie des équipes et d'envie aussi qui sont soutenues avec une forme de sponsoring de la direction générale. Sur des moves aussi stratégiques que le Web3 dans une entreprise qui est quand même très physique, la réalité, c'est qu'il fallait quand même qu'on ait des sponsors, qu'on ait un petit peu de moyens, même si on n'a pas mis beaucoup de moyens. On s'est doté de petites équipes d'innovation qui allaient adresser tout ça. Et les grands thèmes que nous, on avait décidé d'explorer, c'était évidemment tout ce qui est Metaverse et NFT, parce qu'on est avant tout une entreprise de retail et donc qui est tournée vers du public. Et on s'est dit, il y a forcément un lien à la marque et un lien au client qui va changer avec cette notion de wallet. Le wallet est peut-être demain le nouveau moyen d'accéder directement à notre client sans passer par des SMS, des mails, etc. Puisqu'on peut aussi pousser des informations grâce à ce portefeuille en réalité qui est un portefeuille de data. Ce n'est pas juste un portefeuille de monnaie. Donc là, c'était très important pour nous de se dire qu'il y a un positionnement de marque. Il y a un lien au client qui peut-être demain sera différent. Quand on regarde les chiffres et les statistiques, on voit que les jeunes de moins de 15 ans passeront à peu près normalement une heure dans le métaverse, plus d'une heure dans le métaverse par jour à partir de 2024, je crois. Donc c'est nos clients de demain. On s'est dit aussi, nous on veut aller regarder ce qu'on peut faire en termes de tokenisation, donc de parceller en fait des actifs réels du monde physique. Moi je viens d'une filiale immobilière où notre métier c'est de faire des centres commerciaux. Notre métier c'est quoi? C'est créer des espaces pour que les enseignes du groupe Casino mais aussi d'autres puissent s'exprimer avec des formats et des identités différentes. Finalement, le Metaverse, c'est ça aussi. C'est aller créer des espaces, certes virtuels, mais dans lesquels les marques vont pouvoir s'exprimer avec un lien au client direct. Et ça, c'est des actifs qui soient virtuels ou physiques, qui répondent aux mêmes besoins, aux mêmes possibilités de louer, de vendre, d'acheter seul et d'acheter à plusieurs. Et la tokenisation vous permet d'adresser complètement ce sujet-là sans passer par des intermédiaires, sans passer par un système central. Et tout ça est, semble-t-il, assez prometteur. On s'est dit aussi qu'on voulait forcément regarder tout ce qui était plus financier lié à ces sujets-là. Et donc, la finance décentralisée, je vais en parler très courtement parce que sinon je ne peux pas vous parler de tout. Mais c'est aussi comment aller dans des protocoles de finance décentralisée pour aller lever de la dette, finalement, avec du collatéral, comme dans le monde réel, où vous donnez une garantie d'actifs pour pouvoir aller chercher des prêts. Et en fait, dans le monde de la finance décentralisée, la finance du Web3, c'est aussi possible. Et dernier point, évidemment, quand on parle de finance, c'est tout ce qui est crypto-monnaie. Et le groupe Casino a créé un stablecoin euro qui s'appelle l'EURL, la société LUG, une filiale. Et en réalité, ça permet d'être sûr que votre euro numérique vaudra toujours, quoi qu'il arrive, 1 euro. Il n'y a pas de risque de taux de change, ce n'est pas la volatilité du Bitcoin. Il existe plein de crypto-monnaies différentes. C'est même un peu la jungle. Et nous, on a créé ce stablecoin qui nous permet derrière d'adresser tous les cas que je vous ai cités précédemment. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on s'était créé cette conviction d'écosystème, on a été essayer d'appliquer tout ça pour de vrai. Donc on a commencé par investir dans des metaverses. Donc là, la première question, c'est dans quel metaverse, quoi, pourquoi, comment. Donc nous, on a choisi plusieurs metaverses pour aller faire des tests de jeux, de play to earn, donc une culture de jouer pour gagner des choses. On a créé des groupes de travail avec chacune des enseignes du groupe, mais aussi avec des enseignes hors du groupe Casino qui voulaient bénéficier de notre expérience et notre savoir-faire pour aller dire, en fait, plus on a de use case, plus on va pouvoir proposer un écosystème global et général. Et puis, on a essayé de travailler autour de la relation client et pas uniquement de la communauté Web3. Le but était évidemment, tant mieux si la communauté Web3 aime ce qu'on fait, mais le but était avant tout que nos clients comprennent ce nouvel univers qu'on a envie de leur proposer. Donc, on a créé un jeu avec notre enseigne Leader Price, le club by Leader Price, où sur la plateforme The Sandbox, on a créé des petits personnages, vous voyez, des avatars. Alors, vous pourrez aller voir sur YouTube, il y a une très belle vidéo d'1 minute qui vous montre un peu l'univers. Le but de ce jeu-là, c'est un petit personnage qui a des quêtes et qui, au fil de ces quêtes, va gagner des bons d'achat pour aller commander ensuite sur l'enseigne et sur le site de l'enseigne. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça nous permet de créer des liens réels entre le monde virtuel, dont on nous dit souvent ça ne sert à rien, et le monde physique et notre activité de tous les jours. Quand on a fait ça, on a aussi décidé, je vais aller très vite, de pouvoir
adresser ça avec des NFT qu'on a créés. Donc vous pouvez aujourd'hui demander à avoir gratuitement ces NFT. Il y en a un parmi les 9 qui vous sera envoyé. Et en ayant ce NFT, ça vous permet de commander avec des avantages dans votre commande, par exemple des bons de livraison gratuits, avec des réductions de 20% sur tel rayon, etc. Vous pourrez bientôt, c'est une grande annonce, les échanger sur une plateforme qu'on a créée pour ça, tout ça gratuitement, et vous n'avez que à gagner finalement du discount ou des choses comme ça. On a aussi fait des NFT beaucoup plus artistiques pour l'enseigne Monoprix qui fait partie de notre groupe, qui se sont vendus très vite. Et là, c'est là encore quelque chose de très différent. Le but était de coller à l'image de Monoprix qui a toujours fait des collaborations avec des grands artistes. Et on a voulu garder cette identité de Monoprix qui est innovant, impertinent, mais toujours en collaboration avec des grands noms. Ça a très bien marché aussi. Et puis derrière, sur les aspects crypto-monnaie, on a créé tout un tas de partenariats. Je finirai là-dessus parce que nous, on est convaincus que seul, on va rester dans une bulle d'innovation pour l'innovation, ce qui n'est absolument pas le but. Le but était d'aller créer des partenariats avec tout un tas d'acteurs du Web3 et aussi hors du Web3 pour avoir des cas d'usage. On a été récemment intégré à la plateforme MoonPay qui permet par exemple de payer avec une carte bleue sans même savoir que vous payez en crypto-monnaie et sans avoir à créer un wallet, sans avoir à aller sur une plateforme pour récupérer des cryptos, etc. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'essayer à la fois de vulgariser en interne avec des process et des choses qui vont bien, mais aussi auprès des clients. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Oh, bah, merci beaucoup Stéphanie. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que finalement tous ces outils, notamment les NFT, ça sert dans ce que vous faites à réinventer un peu la relation avec le client et les programmes fidélité en quelque sorte. C'est des nouveaux programmes de fidélité avec une communauté un peu différente, un peu plus jeune. Oui, tout à fait. C'est exactement ça qu'on s'était dit. On s'était dit en fait on a une opportunité unique d'adresser un message un peu différent et qui interpelle. On a une opportunité unique de créer de la récurrence. Le play to earn, c'est pas juste je suis venu voir, bon c'est cool les metaverses, mais j'ai rien à en gagner. Le but était vraiment de pouvoir créer cette récurrence-là et surtout de créer une communauté et d'engager notre communauté avec la marque, mais aussi la communauté entre elles. La plateforme d'échange des NFT en est un bon exemple. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on peut prendre quelques questions. Oui. Ouais. Ouais. Je vais répéter les questions au fur et à mesure pour le live. Est-ce que c'est possible, puisque c'est possible de payer en fiat, finalement, pourquoi faire un stablecoin? Ouais. Les fiat, c'est les monnaies traditionnelles bancaires, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, en effet, on force. Alors, ça, c'est un truc très important. Nous, on ne force pas les gens à aller sur le Web3, ni à payer en crypto-monnaie, ni voilà. C'est une possibilité qui nous est offerte. Si on a envie d'y aller, on peut. Le but n'est pas de tout muter vers le Web3. Donc ça, c'est déjà un gros disclaimer. Ensuite, l'intérêt pour, par exemple, le URL d'aller sur MoonPay, de pouvoir payer avec une simple carte bleue, c'est qu'on a une partie des clients, une partie des cas d'usage qu'on pourrait avoir en magasin ou des choses comme ça, qui nous permettent de faire des opérations en blockchain sans passer par toutes ces étapes, d'être derrière un ordinateur, etc. Donc c'est un lien vers le monde physique et l'usage de sa carte bleue au quotidien est quand même plus facile à date, donc ça peut changer. Et l'autre intérêt, c'est aussi que sur des opérations purement blockchain où on ne veut pas avoir de risque de volatilité et on veut vraiment s'assurer qu'on a des rendements assurés, par exemple sur un modèle immobilier, ça peut être intéressant de passer par des stablecoins et du coup de rester dans cet univers connu. Et des process d'entreprise avec une carte bleue sont quand même plus simples, croyez-moi, que quand on a mis en place nos ledgers en interne avec du multisig, grâce d'ailleurs à Blockchain Partners. Merci. T'avais une deuxième... Je vais juste prendre une deuxième question, pardon. Allez-y. Ouais. Alors, est-ce que la stratégie Web3 marche bien étant donné qu'elle est potentiellement en concurrence avec la stratégie Web2? C'est ça la question. Okay. Alors, nous, à date, on n'a pas de magasin virtuel dans le Web3. Je sais que tout le monde en rêve, tout le monde me parle de Ready Player One, mais ce n'est pas le modèle qu'on a décidé, en tout cas, d'adresser à date. Ensuite, sur l'aspect, est-ce que le Web3 vient concurrencer le Web2 ou le magasin physique? Je suis convaincue que non, c'est ma conviction personnelle. Ça fait 15 ans que je suis dans les centres commerciaux et ça fait 15 ans, enfin pas plus maintenant, mais au départ, on m'a beaucoup dit que Internet allait tuer le centre commercial, allait tuer les magasins physiques, que plus personne n'allait commander dans les magasins physiques, etc. Avec
quelques années de recul, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, qu'on parle de stratégie omnicanal, qu'on peut commander en ligne, aller chercher en magasin, qu'on peut commander dans le magasin pour être livré chez soi, que tout ça est finalement une possibilité en plus qui est offerte. Donc nous, on est convaincus que le Web3 n'est pas quelque chose qui est en concurrence si c'est construit de façon intelligente avec des passerelles entre ces différents mondes. Et une vraie stratégie omnicanal, pour moi, doit embrasser le magasin physique, le Web 2 et le Web 3. Je crois que tu avais une autre question. Oui, question sur le retour sur investissement des premiers tickets. Ouais. Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul. On est encore au début de ces opérations dont je vous parle. Là, elles ont été lancées en avril et en mai. Donc, nous sommes au mois de juin. Pour autant, pour l'instant, on a un bon retour. Le retour, il se calcule de différentes façons. Il se calcule d'abord une opération de notoriété, puisqu'il y a quand même eu du coup plein de gens qui sont venus voir, par exemple, ce qui était la nouvelle enseigne, le Club Leader Price. Vous connaissez probablement Leader Price, mais peut-être pas le Club Leader Price qui est purement digital. Donc ça nous a permis de faire ça. Ensuite, dans l'opération telle qu'on l'a construite, pour obtenir le pass pour aller jouer dans le jeu Sandbox ou pour obtenir les NFT, il faut commander et réclamer dans sa commande qu'on nous glisse un petit ticket. C'est Charlie la chocolaterie. Donc ça nous a créé des commandes. Et ensuite, comme on a créé ces opérations pour être conçues en opération de fidélité avec un retour du client en permanence, c'est des choses qui vraiment nous assurent le programme de fidélité dont parlait Claire qui est effectif. Donc ça, c'est la première réponse. Ensuite, la deuxième réponse, elle est qu'on est très soucieux, mais ça c'est la culture frugale du groupe Casino, on est très soucieux d'avoir des investissements petits et souvent, grâce à nos partenaires avec lesquels on a une vision long terme, on arrive à avoir une approche qui n'est pas uniquement prestataire-fournisseur. Donc les montants, évidemment, on ne va pas les communiquer. Mais ceux qui sont en blockchain sont évidemment publics. Pour le reste, ça restera le secret des affaires. C'est petit. On compte en petits pois. On va clôturer ici cette keynote, mais n'hésitez pas à venir nous voir. Ensuite, on sera ravis de répondre à vos questions. Merci à tous. Merci.